Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Maya Termination, bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes de la section Viso à Vive. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler de jeux vidéo. Expliquez-nous. Oui, tout à fait, Lisa. Alors, cette émission Viso à Vive, c'est sur les femmes qui osent. Mais aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo. Oui, en effet. Alors, de quel jeu ? Alors, Assassin's Creed, Far Cry, Rayman. Alors, ces noms, Lise, j'imagine, ne vous disent rien. À moi non plus. J'ai très honte et je suis ravie de faire l'émission parce qu'en effet, ça ne me dit rien. Eh ben, mais en fait, ils sont bien connus, donc des joueurs de jeux vidéo. Et il faut savoir que c'est une industrie incroyable, énorme. La vente de jeux vidéo en 2022, c'est près de 190 milliards de dollars. Donc, c'est plus que le PIB de l'Algérie. Voilà. Alors, combien de milliards de joueurs ? Eh ben justement, ça, le nombre de joueurs au niveau mondial, c'est près d'un tiers de la population mondiale. Donc, Lise, il faut qu'on s'y mette. C'est-à-dire 2,7 milliards de joueurs. Oh là là. Donc, ils n'ont pas besoin de nous, en fait. Oui, ça va. Ils ne sont pas une minorité. Mais comme la plupart des industries à forte composante technologique, c'est aussi une industrie très masculine. On estime qu'il y a à peu près entre 15 et 20% de femmes qui travaillent dans le domaine du jeu vidéo en 2022. Mais il y a aussi des exceptions, comme Déborah Papiernik, que nous recevons aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors Déborah, vous êtes Senior VP chez Ubisoft, en charge des partenariats stratégiques. Vous êtes également active dans plusieurs commissions sur la culture et l'audiovisuel, et même lauréate de 100 femmes de culture en 2019. Vous avez aussi contribué à fonder la French Touch. Vous enseignez à Sciences Po, dans des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. Donc, si on résume, une femme, un poste de pouvoir dans une industrie très masculine. Je rajoute que vous êtes mère de familles nombreuses. Donc, en fait, vous faites démentir toutes les statistiques. Vous êtes d'accord avec cette présentation ? Je suis d'accord, je vous remercie. Alors, Déborah Papiernik, est-ce que vous avez rencontré justement des difficultés professionnelles pour mener votre carrière ? Alors, je pense que j'ai eu de la chance. Je crois que je me suis jamais posé de questions. Moi, j'ai fait une formation école de commerce. J'avais un peu hésité avec la tech. Et puis finalement, je suis rentrée dans le jeu vidéo un peu par hasard. C'était sympa, c'était une industrie en croissance. Ils cherchaient du monde aussi venant d'écoles de commerce pour assurer le management du futur. Je savais pas trop où je mettais les pieds, mais c'était sympa. Et puis, je me suis prise au jeu, et c'est le cas de le dire, parce que c'est une industrie qui est sympa, qui mélange art et technologie et qui bouge tout le temps, qui avance, qui est en croissance, qui n'est pas installée, qui est une des industries culturelles les plus jeunes finalement, puisqu'elle a été créée il y a 40-50 ans maximum. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que finalement, j'ai commencé au marketing, j'ai fait ensuite du business développement, j'ai fait de la production, là, je développe encore d'autres activités. Et ça s'est fait assez naturellement parce que j'ai montré mes compétences et que j'ai eu la chance d'avoir des boss qui ne se posaient pas la question de homme ou femme, finalement. Et donc, pour moi, je n'ai jamais mis en opposition le fait d'être une femme dans un monde de tech parce que j'avais ma place. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, je pense. Mais du coup, est-ce que vous confirmez qu'il y a assez peu de femmes dans les métiers du digital ? Et est-ce que, selon vous, c'est une question de culture d'entreprise, de compétences, d'autocensure des femmes ? Comment vous expliquez ce phénomène ? Alors, il y a plein de choses. D'abord, quand on est sur des industries technologiques, c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers qui sont des métiers techno qui demandent d'avoir un diplôme d'ingénieur, par exemple. Et si on regarde dans les écoles d'ingénieurs, c'est vrai qu'il y a très peu de femmes. Au global, chez Ubisoft, on a réussi là, à atteindre 26% de femmes, donc sur 20 000 employés dans le monde, ce qui est plus que nos petits copains du jeu vidéo, mais qui est toujours pas assez. Mais quand on voit que dans certaines écoles d'ingénieurs, on plafonne à 15% de femmes, c'est difficile pour nous d'aller les chercher. Donc le travail, quelque part, il faut le faire en amont. C'est probablement dès le collège qu'il faut montrer aux jeunes filles qu'il y a des métiers et que c'est accessible. C'est vrai que les femmes ont tendance parfois à se mettre des barrières où on n'ose pas. On pense que c'est trop dur, que c'est pas pour nous. Est-ce que les filles jouent moins aux jeux vidéo
que les garçons. Et est-ce que donc ceci expliquerait cela? Alors, c'était vrai. Quand je suis rentrée dans le jeu vidéo il y a 25 ans, il y avait 10% de joueuses. Ah oui. Aujourd'hui, il y a 50% de joueuses. En fait, d'abord, on a des styles de jeu qui sont très, très variés. Maintenant, on a aussi bien du Assassin's Creed que il y a des jeux de foot, il y a des jeux de course, mais il y a aussi des jeux comme Just Dance, par exemple, qui sont des jeux de chorégraphie, où on a à peu près 55% de femmes, 45% d'hommes. Le mobile a aussi fait évoluer le public, où on a des gens de tous âges qui jouent. Aujourd'hui, la moyenne d'âge du joueur, c'est pas le gamin de 16 ans qui est enfermé dans sa chambre. C'est plus du tout ça. La moyenne d'âge, elle est supérieure à 35 ans aujourd'hui. Et on n'imagine pas pour les gens qui sont dans le genre. Mais il y a plein de gens qui ont commencé à jouer ado et qui continuent à jouer aujourd'hui. Alors, ils jouent peut-être moins, mais en tout cas, ils jouent quand même. Et si vous avez essayé ne serait-ce que Candy Crush sur votre téléphone, c'est du jeu vidéo. D'accord. Et alors, vous parliez tout à l'heure d'attirer les femmes dans ce milieu-là. Et je sais que c'est un sujet, pour avoir échangé avec vous là-dessus, qui vous tient à cœur tout de même, cette entraide et cette féminisation du monde du jeu vidéo. Qu'est-ce que vous faites pour en fait essayer d'attirer et de retenir les profils féminins? Alors déjà, il faut déjà qu'elle postule, en fait. Et on s'est rendu compte, par exemple, que une femme, si on met une offre d'emploi et qu'on met 10 critères, si elle coche pas au moins 9 critères sur les 10, elle postule pas. Alors qu'un homme, s'il en coche 4 ou 5, c'est bon, il postule, il y va. Sur un malentendu, ça peut marcher. Ou alors, c'est pas grave. En fait, il ose. Et parfois, les femmes n'osent pas parce que trop bonne élève. En gros, donc, ce qu'on a fait, par exemple, au niveau du groupe, c'est qu'on a diminué le nombre de critères. Ah oui. Et en fait, en diminuant le nombre de critères... Et ça marche ? Ben, ça marche. On a beaucoup plus de candidates. Il y a aussi, parfois, on dit, en finale, sur un poste, quand on recrute, on voudrait avoir un homme et une femme. Alors, il y a des métiers sur lesquels c'est un peu plus difficile que d'autres. Sur des métiers vraiment d'ingénieur ou d'informatique, c'est vrai qu'on a du mal à avoir vraiment un homme et une femme en finale, mais il y a plein de métiers sur lesquels c'est possible. Donc, on fait cet effort-là. Et ça vous est pas reproché en interne parce que ça se rapproche... Alors, c'est pas vraiment un quota, puisqu'au final, vous choisissez aux dernières étapes de l'entretien, du processus de recrutement, je pense que vous choisissez entre l'homme et la femme sans distinguer le sexe. Mais avant, il y a quand même, du coup, une contrainte par rapport au sexe du candidat. Et comment ça a été perçu en interne de mettre ça en place? En fait, je pense qu'en interne, les gens sont très conscients du problème. Et qu'en fait, quand on a des équipes, si dans une équipe, il y a 30 hommes et il y a une seule femme, la femme n'est pas visible. Donc, il y a un risque que ça se transforme en boys club. Mais pour de vrai, c'est la même chose dans l'autre sens. Si dans une équipe, il y a 30 femmes et il y a un seul homme, il va être obligé d'écouter les conversations de filles. Et c'est comme ça, c'est la nature humaine. Donc on a tout intérêt à avoir des équipes qui sont plus équilibrées pour qu'elles soient vraiment inclusives. Et être inclus, ça ne veut pas juste dire avoir le droit d'être là. Ça veut dire avoir une voix qui porte et oser exprimer son opinion et qu'elle soit autant valable que celle des autres et apporter son regard. Et comme en plus on est dans une industrie créative, et qu'on parle à tout le monde, qu'il n'y a pas de frontières, tout le monde joue, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, quel que soit le niveau social, quelle que soit l'origine géographique ou culturelle, tout le monde joue. Ça veut dire qu'en création, on a aussi besoin d'avoir des équipes très variées. Oui, effectivement, pour produire des jeux vidéo qui plaisent à toutes, en l'occurrence, j'imagine qu'il faut tout de même avoir des femmes qui puissent relayer les centres d'intérêt. Mais du coup, de ce que je comprends de votre poste, en fait, vous n'êtes pas exactement sur la création des jeux vidéo, mais sur les partenariats stratégiques. Donc ça, c'est une dimension en fait de l'industrie du jeu vidéo que je connaissais pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et quels sont ces partenariats qu'Ubisoft met en place ? En fait, on s'est rendu compte qu'on a des compétences dans le jeu vidéo, on a des moteurs temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous permet de faire afficher des choses de façon dynamique, des mondes virtuels dans lesquels il se passe des choses. C'est le monde du jeu. Aujourd'hui, c'est utilisé par exemple pour le cinéma. Avatar utilise les mêmes moteurs que les moteurs du jeu vidéo. Et on se rend compte qu'au niveau graphique, on arrive à créer des choses qui sont magnifiques. Et ça, on se dit, est-ce qu'on ne peut pas les utiliser ailleurs ? Et par exemple, moi je travaille beaucoup avec le monde du documentaire, où on filme des images à l'intérieur des jeux qui viennent illustrer un propos scientifique ou un propos historique. Par exemple, le documentaire l'année dernière de Jonathan Ayoun, qui était sur l'histoire de l'antisémitisme, qui est passé sur Arte, les périodes historiques étaient illustrées par des images filmées dans Assassin's Creed, pour illustrer le monde au moment de Alexandrie, pour illustrer la Venise de la Renaissance, pour illustrer la Révolution française ou la Révolution industrielle en Angleterre. Toutes ces périodes qui sont traitées dans le documentaire
sont illustrées par des scènes filmées dans notre jeu qui sont une reproduction vivante de la vie à cette époque-là. Je travaille avec les musées aussi pour faire des expériences engageantes qui permettent d'augmenter la visite, soit en réalité virtuelle, en réalité augmentée, puisque le jeu vidéo a ce pouvoir d'engagement de l'utilisateur. Bon, parfois, ça nous est même un peu reproché parce que les gens sont un peu trop engagés. Mais autant prendre les bons côtés de ça. Nous, on sait créer des contenus virtuels auxquels les gens adhèrent et dans lesquels ils apprennent des choses. Mais alors, justement, donc, vous développez des partenariats très divers, vous investissez donc d'autres champs, la culture, le monde du travail, c'est quand même nouveau, ça. Oui, c'est nouveau. Alors, la mission d'Ubisoft, c'est enrichir la vie des joueurs. Alors, quand on dit ça, on se dit, ouais, c'est une jeu vidéo, est-ce que vraiment ça enrichit? Mais quand on regarde comment les jeux sont faits, et un jeu comme Assassin's Creed en particulier, c'est un jeu où on travaille beaucoup en amont avec les historiens. Donc on travaille avec les historiens quand on a même des historiens, des géographes, des sociologues chez nous, et qui ensuite vont aller chercher les bons experts. Quand on veut travailler sur la Révolution américaine, on a des experts du sujet. On va même jusqu'à parler aux communautés. C'est quoi les Indiens d'Amérique? Comment ils nous parlent? Comment ces communautés vont nous parler, vont nous raconter? On parle à des gens qui recréent des batailles historiques, pour vraiment s'imprégner des époques et pouvoir les représenter dans nos jeux. Donc on a une matière qui est tellement proche. Et ça apprend vraiment parce qu'en fait, aux personnes qui jouent, parce que ça s'adresse plutôt aux jeunes ou aussi aux adultes? Un jeu comme Assassin's Creed, c'est pour les plus de 18 ans. C'est pour les plus de 18 ans. Donc, officiellement, c'est pour les plus de 18 ans. Oui, bien Mais sûr. on a créé, à partir du moment où on recrée ce monde et on a un jeu où effectivement il y a du combat, etc., on a les profs d'histoire qui sont venus nous voir en disant « Mais vous voulez pas nous faire une version sans violence? Parce qu'en fait, les mondes que vous créez sont très proches de la réalité, ils sont assez authentiques historiquement, et on voudrait pouvoir les utiliser en classe. » Et les équipes ont développé ces modules pédagogiques. Mais alors, sur certaines périodes de l'histoire, genre en vous écoutant, je me demande, est-ce que vous avez des dilemmes par rapport à différentes lectures? En fait, je fais la comparaison par rapport à... Alors, j'imagine que vous n'allez pas vous engager là-dedans, mais si quelqu'un faisait un jeu vidéo sur la création de l'État d'Israël, il faut choisir en fait quel historien on écoute, des visions qui sont orthogonales en fait sur des périodes de l'histoire. Vous aviez parlé des États-Unis, les communautés noires ont des revendications sur la reconnaissance de l'esclavage. Comment vous faites pour vous positionner par rapport à ces théories historiques qui sont pas concordantes? C'est un vrai sujet. Donc c'est pour ça qu'on a nos historiens en interne qui ensuite vont discuter avec des experts et sur lesquels, au bout d'un moment, soit on prend ce qui est représenté dans la majorité des musées, par exemple. Okay. Donc ça peut être le cas, le prochain Assassin's Creed est sur Bagdad au 9e siècle. Ah oui. Ah, c'est passionnant. Et c'est une période qui est très peu étudiée. C'est très dur de trouver des experts de cette période-là. Il ne reste pas grand-chose. Là, on regarde aussi donc ce que disent les livres d'histoire, ce que disent les musées. Et puis, il y a des moments où on va rester sur un thème assez général. Il y a des moments où, quand c'est des périodes plus contemporaines, par exemple, on a fait un jeu Far Cry sur le Montana. Et on ne regarde pas juste ce qui se passe dans les médias, ce que les médias racontent du Montana. On va sur place, on interviewe les gens sur place pour savoir c'est quoi la notion de liberté dans le Montana. Bon, c'est pas exactement la même que la nôtre. Mais et vous allez sur place? Non, moi je suis pas dans ces équipes-là. Vous n'êtes pas dans ces équipes. Mais je récupère le travail après, puisque moi, par exemple, c'est pareil quand on travaillait sur la préhistoire, on a un jeu qui se passe au moment de la préhistoire. Il y a un documentaire sur le rôle de la femme dans la préhistoire qui est venu nous voir en disant est-ce qu'on peut utiliser vos images? Et en fait, on avait fait ce tel travail historique qu'on a pu filmer des images pour illustrer le documentaire. En plus, mon équipe, là, a développé, j'ai une petite équipe de développement qui développe en réalité virtuelle, réalité augmentée. On a développé une expérience en réalité virtuelle qui vous met dans la peau de la femme de la préhistoire. Pendant une dizaine de minutes, vous êtes là, vous communiquez avec des gens dont vous ne connaissez pas le langage, vous taillez vos silex, vous dessinez sur le mur de la grotte et puis vous allez à la chasse aux mammouths. Bon, Lise, va falloir qu'on se lance. Hein. J'allais le dire, la semaine prochaine, chasse aux mammouths. Hein. Voilà, on y va. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Là, on est accompagné par une préhistorienne, mais c'est pas exactement la même experte que celle du Muséum d'histoire naturelle qui me dit « Oh, mais la couleur des poils du mammouth, je suis pas tout à fait d'accord. » Bah oui, mais enfin bon, ils étaient pas là, c'était il y a 40 000 ans. Donc en fait, c'est vrai que l'histoire, il y a une partie d'interprétation, je suis d'accord. Tout à fait. Alors moi, je me pose une question sur l'engagement que vous créez. Parce que finalement, bon, on a des jeunes et puis des adultes, des jeunes qui deviennent des adultes, ils jouent, et puis après, ils s'attendent à retrouver ce niveau d'engagement, on va dire, à l'école, et puis après, dans le monde professionnel. Mais ça pose un défi tout de même. Par exemple, moi,
Moi, je me dis, si je suis professeur de collège ou de lycée, va falloir que je fasse Baudelaire en engagement, Baudelaire en réalité virtuelle, et même en recrutement. Après, je veux dire, on va devoir travailler jusqu'à 64 ans, ça va peut-être pas être aussi engageant qu'un jeu vidéo. Comment est-ce que vous posez un peu un challenge au reste des domaines de la vie qui sont obligés de se niveler par le haut, en fait, et de vous rejoindre dans cette dynamique d'engagement? Alors, bon, ils sont pas obligés, mais je dirais qu'il y a déjà plein de choses qui sont gamifiées, en fait, dans nos vies. Ne serait-ce que si vous faites un post sur Facebook ou sur LinkedIn, vous allez regarder combien de gens ont liké, combien de gens ont commenté, combien de gens ont republié. Tout ça, c'est des codes, finalement, qui viennent du jeu vidéo. Mais on peut imaginer des applications qui sont bénéfiques pour tout le monde, du genre, vous avez un dégât des eaux chez vous. Vous devez remplir votre truc d'assurance, là. Et en fait, si vous le remplissez qu'à 80%, on pourrait dire le truc, il est traité en 3 jours. S'il est rempli à 90%, il est traité en 2 jours. Mais si vous le remplissez à 95%, là, vous êtes sûr que dans les 4 heures, vous avez quelqu'un qui vous rappelle et qui a traité votre dossier. Tout le monde gagne. Votre dossier, il est traité plus vite, il est plus juste, il prend moins de temps aux équipes en face. En fait, tout le monde gagne. En fait, il y a des Donc, vous créez des incitations, en fait. C'est ce qu'on appelle l'incentive en anglais. C'est vous inciter les personnes à avoir les comportements vertueux en rendant la chose ludique, finalement. Alors, c'est pas seulement qu'elle est ludique, c'est qu'on comprend les conséquences. En fait, c'est que chaque action a vraiment une conséquence. Et ça augmente l'engagement en général. Avant de conclure, j'ai envie de vous poser une dernière question. Je sais que vous êtes très active au sein de la French Touch. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord à quoi ça correspond et pourquoi ça vous intéresse de porter en fait cette initiative ? La French Touch, en fait, c'est le regroupement de toutes les industries créatives et culturelles en France. Donc, ça regroupe la mode, le cinéma, le jeu vidéo, la musique, toutes ces industries qui sont en silo, d'habitude, qui se parlent pas tellement, et qui, prises individuellement, sont prises comme des industries artistiques, mais où, en gros, si j'ai un de mes enfants qui me dit, moi, je vais aller faire du cinéma, j'ai envie de lui dire, fais d'abord des vraies études, et puis après, on verra pour le cinéma plus tard. Mais en fait, en se regroupant, on se rend compte que tous ces métiers artistiques, toutes ces industries représentent une vraie part du PIB. C'est une vraie valeur économique. Il y a du travail dans ces industries. Donc, en fait, il y a ce point-là et il y a tout un angle de formation aussi qui pourrait être commun à tout ça. Et puis, il y a tout le rayonnement à l'étranger où, en se mettant ensemble, d'un seul coup, on rayonne plus pour la France. Alors, très vite, avant de se quitter, Déborah Papiernik, la question qui tue, est-ce que vous jouez aux jeux vidéo et est-ce que vous laissez vos enfants jouer aux jeux vidéo? Alors, ça fait 25 ans que je suis dans le jeu vidéo et moi, j'en suis encore à regarder la manette pour savoir où est le X et où est le A. Je ne joue pas, mais c'est une industrie que je trouve géniale. Voilà. Donc, et vos enfants, ils jouent? Mes enfants jouent peu finalement parce que... En fait, c'est comme toute chose, je crois que les choses... C'était tellement à disposition à la maison que c'était tellement pas un problème qu'ils n'ont pas joué. Et puis, on avait mis des règles. La Wii, c'est le mercredi après-midi. Et la DS, c'est quand il pleut le week-end. D'accord. Voilà. Maya Termination, merci d'avoir invité pour nous Déborah Papiernik. Et on se retrouve très vite sur Radio J, bien sûr. Merci Déborah Papiernik. Merci. Au revoir. C'est bon. Okay.